Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est l'heure du journal sur Télé Sud. Bienvenue, voici les titres à la une de l'actualité. L'Arabie Saoudite a annoncé ce vendredi la poursuite des pourparlers de Jeddah entre les deux parties en conflit au Soudan. Objectif, parvenir à un accord de cessez-le-feu d'une dizaine de jours sous surveillance internationale américano-saoudienne. Alors qu'il est de plus en plus reproché à la France et l'Union européenne de faire du deux poids, deux mesures par rapport à leur soutien à l'Ukraine, jeudi, en Côte d'Ivoire, la secrétaire d'État française au développement a réaffirmé l'engagement de la France et de l'UE dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et en fin d'édition, nous irons au Nigeria pour parler de musique et de militantisme avec la dynastie Kuti. 25 ans après le décès du légendaire musicien Fela Kuti, son fils Femi et son petit-fils Made perpétuent son héritage en faisant résonner son afrobeat engagé de Lagos à New York. À quand l'accord de cesser le feu dans le conflit au Soudan? Aucune réponse pour le moment, mais à Jeddah, en Arabie Saoudite, où se tiennent des pourparlers entre les protagonistes de la crise, ce vendredi, les autorités du pays ont annoncé que les pourparlers se poursuivent pour aboutir à une trêve d'une dizaine de jours. D'autres négociations, selon le communiqué du ministre saoudien des Affaires étrangères, viseront l'instauration d'un cessez-le-feu permanent. Laurent Leleu. L'Arabie Saoudite a annoncé la poursuite des pourparlers de Jeddah entre les parties en conflit au Soudan dans le but de parvenir à un accord de cessez-le-feu d'une durée d'environ 10 jours. Une annonce qui fait suite à la signature d'un accord préliminaire intitulé Déclaration de Jeddah entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Cet accord comprend des engagements humanitaires immédiats ainsi qu'un calendrier pour des pourparlers directs. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a publié un communiqué à cet effet. Nous nous engageons à donner la priorité aux discussions dans le but de parvenir à un cessez-le-feu à court terme afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire d'urgence et de rétablir les services essentiels. Et nous nous engageons également à programmer de larges discussions ultérieures pour parvenir à une cessation permanente des hostilités. Une première étape saluée par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui a tenu à rappeler que ce cessez-le-feu ne peut se faire sans une action humanitaire indispensable pour secourir les civils. Les pourparlers en cours à Jeddah, qui se concentrent sur l'instauration d'un cessez-le-feu, doivent être complétés par des engagements visant à instaurer une trêve humanitaire. Il est essentiel que les deux parties s'engagent d'urgence dans un processus politique inclusif et dans une paix négociée afin de se conformer au droit international humanitaire et aux droits de l'homme. Au moins 18 travailleurs humanitaires ont été tués jusqu'ici alors qu'ils tentaient de venir en aide aux populations traumatisées. Cette nuit, si selon des habitants, des avions ont continué à survoler la capitale soudanaise Khartoum, les affrontements semblaient moins intenses que la veille. Une accalmie qui va permettre aux partenaires étrangers, dont la France, d'apporter une aide humanitaire au peuple soudanais. La France travaille d'ores et déjà avec les ONG sur le terrain pour apporter une aide humanitaire au peuple soudanais et répondre aux besoins de première nécessité des Soudanais. Une aide urgente pour les Soudanais qui aujourd'hui manquent de tout. L'ONU redoute une montée en flèche de la faim dans ce pays classé comme l'un des plus pauvres au monde. Un chiffre à présent, 71 millions, c'est le nombre de déplacés internes dans le monde en 2022, un bond de 20% par rapport à l'année précédente provoqué par des exodes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais aussi des inondations catastrophiques au Pakistan ou encore la situation sécuritaire en RDC. Mathieu Nicolas. La guerre en Ukraine, le conflit à l'est de la RDC ou encore les inondations au Pakistan. En 2022, des événements comme ceux-ci ont causé de nouveaux déplacés internes dans le monde. Selon un rapport conjoint de l'Observatoire mondial des situations de déplacement interne et le Conseil norvégien pour les réfugiés, il n'y a jamais eu autant de personnes déplacées dans le monde qu'aujourd'hui. 71,1 millions de personnes ont été enregistrées comme déplacés internes. Ce que montre notre rapport, c'est que le déplacement interne est de plus en plus causé par une combinaison de facteurs sociaux, politiques, économiques et environnementaux. Et cette année, nous mettons un accent particulier sur la question de l'insécurité alimentaire.
Nous constatons un chevauchement visible entre les pays comptant le plus grand nombre de déplacés internes et les pays actuellement confrontés à des niveaux d'insécurité alimentaire de crise. Et dans ces pays, les déplacés internes constituent un groupe particulièrement vulnérable. Sans surprise, l'Afrique est le continent fortement touché par le déplacement de ces populations. En Afrique subsaharienne, par exemple, environ 16,5 millions de déplacements internes ont été enregistrés, dont plus de la moitié en raison de conflits, en particulier en République démocratique du Congo et en Éthiopie. Et selon le Centre de surveillance des déplacements internes, le nombre de déplacés devrait encore augmenter, notamment avec le conflit au Soudan depuis le 15 avril. Plus de 700 000 personnes ont déjà fui ailleurs dans le pays. Ce rapport est donc un appel à l'action, un appel à une meilleure compréhension de la relation entre ces deux phénomènes, mais aussi un appel à davantage d'investissement dans des mesures préventives, dans des solutions au déplacement que nous constatons à travers le monde et dans la construction des pratiques bonnes et prometteuses que nous avons documentées. Beaucoup des déplacés sont victimes de conflits qui durent depuis des années, mais les catastrophes naturelles sont aussi responsables de la plupart des nouveaux déplacements internes. Elles ont forcé 32,6 millions de personnes à fuir en 2022. C'est 40% de plus qu'en 2021. Après les affrontements entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre mercredi en Guinée, le collectif Forces Vives de Guinée, organisateur des manifestations, a affirmé que 7 personnes avaient été tuées dans les affrontements et 32 autres blessées par balle. Des chiffres rejetés jeudi par le porte-parole de la police qui accuse le FVG de chercher tout simplement à jeter du discrédit sur le gouvernement guinéen. Au Sénégal, après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis, le leader du PASTEF réitère son appel à la résistance contre ce qu'il appelle l'instrumentalisation de la justice pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle prochaine. Alors que des rassemblements de l'opposition sont prévus aujourd'hui vendredi, le gouvernement est monté au créneau pour rejeter toute accusation d'ingérence judiciaire. Depuis la condamnation en appel pour diffamation d'Ousmane Sonko, la coalition Yewwi Askan Wi ne décolère pas dans son viseur encore et toujours le pouvoir de Macky Sall, accusé de vouloir écarter Ousmane Sonko de la course à la présidence en agitant la menace d'inéligibilité du candidat. La majorité, elle, se défend de toute ingérence judiciaire. Vous demandez de répondre massivement à l'appel du F24 pour la manifestation qui doit se tenir le vendredi 12 mai à la place de l'Obélisque à partir de 15 h. Nous voudrons que cette manifestation soit unique dans les annales politiques du Sénégal. Nous voudrions avoir un rassemblement humain jamais vu de mémoire de Sénégalais. Alors qu'il est de plus en plus reproché à la France et l'Union européenne de faire du 2 poids 2 mesures par rapport à leur soutien à l'Ukraine, jeudi en Côte d'Ivoire, la secrétaire d'État française au développement a réaffirmé l'engagement de la France et de l'Union européenne dans la lutte contre le djihadisme en Afrique. Déclaration faite à l'occasion d'une visite de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, près d'Abidjan, où sont formés des militaires africains à la lutte contre le djihadisme. Soukaina Skalissal. Visite de terrain pour la secrétaire d'État française au développement, Chrysoula Zakharopoulou. Jeudi, elle était de passage à Abidjan pour réaffirmer l'engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Vous pouvez toujours compter sur l'engagement total et déterminé de la France dans ce projet, à l'heure où d'autres puissances ne font que du partenariat sécuritaire via leurs milices. C'est dans les locaux de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, où sont formés des militaires africains à la lutte anti-djihadiste, que Chrysoula Zakharopoulou a réaffirmé l'engagement de Paris. Un engagement qui s'appuie sur l'un des outils modernes de lutte anti-djihadiste. Nous avons avec cette académie une des armes les plus modernes, efficaces et durables dans la lutte contre le terrorisme qui mine les pays du Sahel, le Mozambique
et la Somalie, empêchant des centaines de millions de personnes à vivre sereinement, de se projeter et des régions entières de se développer. Depuis le départ des militaires français du Mali et du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire est l'un des derniers partenaires de la France dans la lutte anti-djihadiste en Afrique de l'Ouest. Avec ses frontières avec les deux pays sahéliens, le nord de la Côte d'Ivoire fait face à une menace djihadiste plus pressante, la région étant devenue un sanctuaire pour les groupes armés terroristes. L'Afrique du Sud aurait-elle soutenu la Russie militairement en dépit de sa neutralité déclarée dans le conflit en Ukraine? Les États-Unis en sont convaincus. Selon l'ambassadeur américain à Pretoria, des armes et des munitions ont été chargées à bord d'un cargo russe amarré près du Cap début décembre et ont été par la suite envoyées en Russie. Mais cette accusation portée jeudi lors d'une rencontre avec les médias locaux ont été rejetées par les autorités sud-africaines. Arming of Russia by South Africa. Armer les Russes est extrêmement grave et fondamentalement inacceptable. Fundamentally unacceptable. We are confident that weapons were loaded. Nous sommes persuadés que des armes ont été chargées sur ce navire et je parierais ma vie sur l'exactitude de cette affirmation. La déviation de l'Afrique du Sud de sa politique de non-alignement est inexplicable. Colloque national sur comment faire face au discours haineux et à la violence qu'il génère. Intellectuels politiques et membres de la société civile camerounaise sont réunis depuis hier jusqu'à ce vendredi pour élaborer des stratégies contre ce phénomène dans un Cameroun en pleine crise sociale depuis 2013. Mathieu Wamba nous en dit plus. Enseignants, chercheurs, politiques et membres de la société civile étaient bien présents ce matin à l'amphithéâtre 1003 de l'université de Yaoundé 1 pour évoquer cette problématique préoccupante. Comment faire face au discours de haine et à la violence qu'il génère? Certaines bagarres existent parce que les gens ne se connaissent pas. Monsieur le recteur évoquait le fait, je crois qu'il citait Nelson Mandela qui disait en fait les animaux réagissent parce qu'ils ont peur de la différence. À la veille de la 51e fête nationale de l'unité, ce colloque arrive à point nommé. Cet colloque va analyser la situation et aussi avancer avec une balance entre l'expression et aussi la responsabilité d'un journalisme basé sur les faits et contre la haine. Pour les organisateurs, il faudrait donc prôner la cohésion sociale, ce qui est une affaire de tous. L'affirmation de soi ne saurait appeler à la négation d'autrui. Dans la rue camerounaise, des mots et expressions stigmatisants pour parler de l'autre prennent le pas. Plus grave encore dans les réseaux sociaux où un certain libertinage est constaté. Avant de lutter contre ces discours et des conséquences violentes que ces discours ont sur nos pratiques sociales, sur nos manières d'entrevoir notre relation interculturelle, nos rapports interpersonnels, il faut pouvoir les interroger en profondeur, les penser, savoir exactement quelle est leur origine, leur genèse. Une équation difficile, car comment protéger notre liberté tout en luttant contre toute forme de discrimination? Des pistes de solutions qui peuvent aller en deux directions. Première direction étant vraiment structurée par des choses symboliques. D'abord la reconnaissance de ce que nous formons une communauté spécifique, mais une communauté spécifique qui se construit sur des communautés primordiales. Ce colloque qui s'achève vendredi pourrait déboucher sur l'élaboration de stratégies préventives pour venir à bout des discours haineux et clivants alors que le pays traverse une difficile crise sociale. On reste au Cameroun où le Premier ministre Joseph Dion-Gouté a inauguré la toute première école publique de formation en aviation civile mercredi. Cet établissement, créé en 2016 par décret présidentiel, ouvrira bientôt ses portes à toute la sous-région et à l'Afrique en général. Chimène Baleba, Pierre Pafendongo, Cyril Guidjoy.
C'est sur l'axe reliant la capitale à l'aéroport international Yaoundé-Simalène que se dresse cette importante bâtisse d'une superficie de 1630 mètres carrés qui fait office d'école de formation de l'autorité aéronautique du Cameroun. Créée en 2016 par le président Paul Biya, elle mettra sur le marché de l'emploi des professionnels dans les domaines de la sûreté et sécurité de l'aviation civile, développement des compétences des personnels des centres de formation, maintenance et recyclage des aéronefs. Il s'agit d'un centre de formation et de recyclage permanent qui mobilise des experts réputés, de même que les spécialistes de la sécurité et de la sûreté aérienne. Nous pouvons constater ensemble que le bâtiment futuriste qui abritera des enseignements dédiés ainsi que les équipements modernes sont à l'image de la lourde mission qui incombe à la dite école. Le Cameroun veut redynamiser l'industrie de l'aviation civile et combler la demande sur le plan continental. Selon des experts, les compagnies aériennes africaines seront défaillantes dans les 10 prochaines années. D'ici 2041, le continent aura besoin de 20 000 pilotes, 26 000 membres d'équipage de cabine et 21 000 techniciens d'aviation. La Cameroun Civil Aviation Authority a forcément besoin d'un appui constant et renforcé de l'État pour bénéficier de capacités financières substantielles supplémentaires, de réformes diligentes en matière réglementaire, ainsi que d'une franche et fructueuse collaboration avec tous les acteurs nationaux et les organismes régionaux et internationaux de l'aviation civile. Cette école de formation aux standards internationaux est une innovation majeure au Cameroun et répond clairement aux enjeux du secteur africain de l'aviation civile. Le reste de l'actualité dans le monde à présent réalisé par Ahmed Chignou et Noël Ndong. Le Fonds monétaire international a annoncé jeudi un accord avec le Sénégal pour un programme d'aide de 1,8 milliard de dollars. En échange, Dakar s'engage à accélérer sa politique de réduction de la dette, de lutte contre le blanchiment et le terrorisme et d'adaptation du pays au changement climatique. Cet accord sur 36 mois doit désormais être validé par le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Les négociations en vue d'un nouveau programme d'aide pour le Sénégal avaient été annoncées mi-mars. Des étudiants, pour la plupart d'origine de pays africains, ont manifesté jeudi à Bruxelles contre les pratiques discriminatoires de l'État qui les empêchent de poursuivre leurs études. Ils se sont rassemblés à la gare du Nord, à Bruxelles, et se sont dirigés vers le ministère fédéral de l'Éducation. L'organisateur de la manifestation, Claude Kenyé, un étudiant en pharmacie originaire du Cameroun, a rappelé que l'éducation est un droit. Ils n'ont pas de documents légaux depuis des mois et que des étudiants originaires de pays tels que le Cameroun, le Congo ou encore Haïti préféreraient la Belgique pour leurs études universitaires parce que leur langue maternelle est le français. Les États-Unis redoutent un afflux de migrants. Depuis la levée des restrictions contre la pandémie Covid-19, l'abrogation du titre 42, mesures sanitaires qui permettaient de refouler n'importe quel migrant voulant entrer dans le pays. Même les demandeurs d'asile pourraient créer un appel d'air. Face à ce risque de crise migratoire, les démocrates affichent un discours de fermeté. Alejandro Mayorkas, ministre de la Sécurité intérieure, a déclaré que les personnes traversant la frontière illégalement et sans fondement légal pour rester aux États-Unis seront immédiatement expulsés. Il reconnaît toutefois de grands défis à venir pour faire face à un nombre élevé d'arrivées dans les jours et semaines à venir. 28 000 policiers et militaires ont été mobilisés le long de la frontière avec le Mexique. Cette crise migratoire pourrait être une opportunité pour les républicains alors que l'ancien président Donald Trump fait son grand retour sur la scène politique américaine. Fin de l'épidémie multi-pays du virus de Mpox, encore appelé variole du singe. La nouvelle a été annoncée jeudi par Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Cette épidémie, qui a commencé il y a environ un an, n'est plus une urgence de santé publique de portée internationale. Je vous propose d'écouter le directeur général de l'OMS. Hier, le comité d'urgence pour la variole a tenu une réunion et m'a recommandé que l'épidémie de variole touchant plusieurs pays ne représente plus une urgence de santé publique d'intérêt international.
J'ai accepté cet avis et je suis heureux de déclarer que la variole n'est plus une urgence sanitaire mondiale. Cependant, tout comme le Covid-19, cela ne signifie pas que le travail est terminé. La variole continue de représenter d'importants défis en matière de santé publique qui nécessitent une réponse solide, proactive et durable. Un mot sur la guerre en Ukraine. Les combats se concentrent sur la ville stratégique de Bakhmout depuis de nombreuses semaines. La ville contrôlée à plus de 90% par l'armée russe est le théâtre de la plus longue et la plus meurtrière bataille depuis le début de la guerre. Ce vendredi, la vice-ministre ukrainienne de la Défense a annoncé la reprise d'au moins 2 kilomètres de ce territoire. Information démentie par Moscou. Mathieu Nicolas pour plus de détails. À l'est de l'Ukraine, la ville de Bakhmout est toujours le théâtre de violents affrontements, l'épicentre de la guerre. Armées russes et ukrainiennes se battent pour récupérer ce territoire stratégique pour les deux camps. 13 mois que la bataille la plus longue et la plus meurtrière dure. Vendredi, Kiev aurait regagné du terrain. La vice-ministre ukrainienne de la Défense a annoncé que les forces de Kiev avaient avancé de 2 kilomètres près de Bakhmout. L'ennemi a subi des pertes humaines importantes. Nos forces de défense ont progressé de 2 kilomètres près de Bakhmout. Nous n'avons perdu aucune position dans Bakhmout cette semaine. La Russie, elle, nie toute percée de ses défenses par les forces ukrainiennes. Selon le ministre russe de la Défense, les informations diffusées par des chaînes Telegram individuelles sur des percées des défenses qui auraient eu lieu dans diverses parties de la ligne de contact ne correspondent pas à la réalité. Le ministère ne mentionne pas non plus de recul des forces russes, tout le contraire du patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, dont les hommes sont en première ligne dans la bataille de Bakhmout, rapporte de son côté depuis 3 jours un recul des soldats russes sur les flancs de cette ville. Si l'armée ukrainienne gagne du terrain à Bakhmout, une contre-offensive ukrainienne n'est pas encore officiellement à l'ordre du jour. Jeudi, Volodymyr Zelensky estimait que l'Ukraine avait besoin de temps supplémentaire avant de lancer sa contre-offensive contre la Russie. Avant de finir cette édition, direction le Nigeria pour parler de musique et de militantisme avec la dynastie Kuti. 25 ans après le décès du légendaire musicien Fela Kuti, son fils Femi et son petit-fils Made perpétuent son héritage en faisant résonner son afrobeat engagé de Lagos à New York. Reportage. 2 musiciens, mais un seul et même héritage, l'afrobeat, musique engagée au rythme hypnotique inventée par leur père et grand-père. Petit-fils du légendaire Fela Kuti et fils de Femi, Made Kuti aurait pu se sentir écrasé par le poids de cette dynastie, mais ce n'est pas le cas. À 26 ans, il poursuit le combat musical de son illustre famille et loin de vouloir cacher sa filiation, il a sorti un double album avec son père intitulé Legacy, héritage en français, suivi du signe plus. L'héritage va continuer de grandir, d'évoluer. Ce ne sera peut-être pas de la musique, mais l'esprit de la famille sera toujours présent dans la manière de faire ce que nous faisons. Partager un album ou partager une scène avec son fils réjouit Femi, comme ici au New Africa Shrine, héritier de la mythique salle de Lagos fondée par Fela, qui en avait fait un haut lieu de contestation politique. C'est dingue, c'est tellement beau. Il ne sera pas mon père, mais il aura un peu de mon père en lui. Et il ne sera pas moi, mais il aura un peu de moi. Marcher dans les pas de son père et de son grand-père sans disparaître dans leur ombre, ce n'était vraiment pas gagné pour Made, et la façon dont il a réussi à le faire en créant son propre groupe, Movement, et en jouant tous les instruments sur son premier album, force l'admiration de Femi. Moi, ça m'a pris des années. Ma vie était misérable. Et trouver mon chemin dans un tel chaos, parce que mon père était immense. Et lui, maintenant, il a un grand-père immense et un père immense. Et réussir à se trouver immédiatement, c'est beau.
Pour Femi, qui a commencé sa carrière dès l'âge de 15 ans aux côtés de son père, c'est la 5e nomination au Grammy. Pour Madé, c'est une grande première, 25 ans après la mort de son grand-père. Durant ce quart de siècle, le Nigeria est passé d'une dictature militaire à une démocratie, mais la corruption, l'extrême pauvreté, les injustices sociales sont toujours là. Et les Kuti continuent de les dénoncer. De génération en génération, la musique reste une arme dans la dynastie de l'Afrobeat. Bonne continuation à Madé Kuti. Ici, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.